Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instinct Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Cindy pour qu'elle nous partage une expérience complètement hors du commun qui s'est passée il y a déjà quelques années lorsqu'elle était enfant pendant son séjour en Nouvelle-Zélande. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Cindy. Salut Lina. Comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va bien, toute excitée de faire ce podcast avec toi. Trop bien. J'ai trop hâte que tu nous partages ton histoire. J'ai déjà envie qu'on rentre dans le vif du sujet, mais je vais me calmer un peu. Pour vous, auditeurs, pour les personnes qui nous écoutaient, donc Cindy, on s'est rencontrés il y a peu sur Thread, ce nouveau réseau social d'Instagram. Et j'avais posté en fait un thread qui demandait si il y avait des personnes intéressées pour raconter leurs histoires de voyage. Et tu as tout de suite répondu présente. Donc après, on a basculé sur Insta. Tu m'as parlé de ton histoire de voyage et je me suis dit, mais oh my god, genre vraiment, il faut que tu fasses un épisode avec moi. Cette histoire a l'air complètement dingue. Donc, écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui, donc moi c'est Cindy, j'ai 29 ans, je suis prof de piano et de violoncelle à la base. Donc là c'est un peu mis en pause puisque j'ai eu mon bébé au mois de juin. Donc je suis une maman très heureuse et épanouie. C'est voilà, trop de bonheur avec mon bébé. Donc du coup maman au foyer, hein, et puis entre-temps je me suis mise à la création de snood, ça veut dire tour de cou en anglais. Donc voilà. J'ai vu en effet sur ton Insta que tu faisais des snoods, donc écoutez, ceux qui sont intéressés, je vais mettre ton Insta, si t'es d'accord, dans la description de cet épisode. Bien sûr. Comme ça, tout le monde pourra aller voir tes créations. Aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler ? Eh ben aujourd'hui, du coup, je vais vous raconter mon voyage en Nouvelle-Zélande qui s'est déroulé de mes 8 à 12 ans. Voilà, on est parti donc avec mes parents et mon grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Et c'était donc de 2002 à 2006. Ok, d'accord. Donc on remonte un peu dans le temps, c'est chouette. J'adore, ça va te replonger en enfance. Et j'ai trop hâte que tu nous racontes cette histoire. Déjà, peut-être si on plante le contexte, pourquoi j'imagine que c'est tes parents qui ont pris la décision. Pourquoi est-ce que vous êtes partis en Nouvelle-Zélande ? Alors le contexte de base, il est déjà un peu particulier. En fait, donc mon père, à cette époque, il était pilote d'avion instructeur. Okay. Ma mère, elle s'occupait globalement de nous et en fait, il bougeait pas mal en France parce que c'est un métier en fait. Donc mon père a travaillé dans les aéroclubs et c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie et où il y a pas mal de tensions dans les aéroclubs. C'est un milieu associatif qui est assez dur et donc en fait, quasiment tous les 6 mois, ils changeaient d'aéroclub. Donc ils ont fait un peu le tour de la France. Finalement, ils se sont entre guillemets installés en Charente-Maritime, pas très loin de Saintes. On était à l'école avec mon frère. Je pense qu'ils ont essayé d'être un peu plus stable au niveau des déménagements pour qu'on puisse, nous en tant qu'enfants, pas subir trop ça en grandissant. Mais voilà, professionnellement, c'était un peu compliqué, on va dire, pour mes parents. Et en plus de ça, à l'entrée au collège de mon frère, qui avait alors 10 ans, en fait, il s'est fait harceler au collège de manière assez brutale, au point que du coup, il a plus voulu retourner au collège. Et en fait, mes parents n'ont pas du tout trouvé le soutien qu'ils espéraient, c'est-à-dire que la CPE n'a trouvé à leur dire que
oh bah c'est bon, votre fils n'est pas mort. Donc on va dire qu'ils ont eu un peu un gros ras-le-bol de la France en fait en général, sachant que en plus de ça ils avaient pas des très bonnes relations avec leurs familles respectives. Donc si tu veux, ils étaient un peu en mode c'est bon, on en a trop marre de tout ce qui est relié à la France, on veut partir. Et puis ils avaient la Nouvelle-Zélande qui trottait dans leur tête depuis un bout de temps, donc ils se sont dit basta, on réfléchit pas plus et on part quoi, on part à l'aventure et on quitte ce pays où on a que des problèmes quoi. Voilà un peu le contexte de base. Ok, d'accord. Et de base, donc quand vous partez, c'est à durée indéterminée? Ouais, je me rappelle même cette anecdote qu'avec mes copains d'école, donc moi j'ai 8 ans, hein, je me rappelle que quand je leur dis qu'on va partir en Nouvelle-Zélande, ils me disent ah mais vous partez combien de temps? Et je dis bah pour toujours. Et puis ils me disent ah mais tu vas mourir là-bas. Je dis ouais on va mourir en Nouvelle-Zélande. Enfin c'était, je sais pas pourquoi ça m'a marqué cet échange, mais ouais dans ma tête c'était pour toujours quoi. Ah ouais, non mais ok, trop fou. Puis en plus, j'imagine que ouais, quand t'as 8 ans, bah forcément, on est toujours un peu dans l'exagération aussi de ce qui se passe et ok, Ouais excellent. complètement. Ouais, c'est donc ouais durée indéterminée et puis encore plus indéterminée pour nous dans nos têtes d'enfants quoi. Donc c'est vraiment on Mm. part à l'aventure. En plus bon c'est un grand trajet en avion puisqu'en fait c'est 2 fois 12 heures. Ouais. C'est 12 heures avec une escale donc à Kuala Lumpur et un deuxième trajet de 12 heures pour arriver à Auckland en Nouvelle-Zélande. Donc c'est l'autre bout de la planète. C'est vraiment, je me rappelle, c'était un truc de fou, quoi. Vraiment incroyable, quoi. Du coup, toi, au moment de partir, enfin, quand tes parents, ils vous annoncent que vous allez partir, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es excitée ou est-ce que ça t'ennuie de quitter tes amis? Je suis super excitée. Je suis pas très envie de quitter mes amis parce que mes amis sont, on va dire, peu nombreux. On va dire que dès le moment où j'annonce que je pars en Nouvelle-Zélande, ma meilleure copine se dit OK, je peux pas compter sur elle, donc elle est allée voir ailleurs si elle y était. Donc si tu veux, je me sens un peu alone à l'école, donc contente de partir à l'aventure. J'ai toujours aimé les aventures, donc ouais, super excitée, vraiment trop bien. En plus, avant de partir, on prend 2 mois de vacances, on traverse la France pour descendre à l'aéroport si je dis pas de bêtises, l'aéroport de Nice. Donc, si tu veux, c'est trop bien, quoi. C'est la fiesta, trop contente, quoi. Ok, génial. Et du coup, bah, écoute, lançons-nous dans le voyage. Comment ça se passe une fois arrivé sur place? Est-ce que vous avez des plans ou genre pas du tout? Alors, le plan de base, il y en a un, c'est quand on arrive, bon, alors, je crois qu'on passe quelques jours à l'hôtel, histoire de se remettre du jet lag quand même assez puissant. Ouais. Mais ouais, le plan, c'était du coup de prendre un camping-car. Ça, je sais que mes parents l'avaient prévu en amont, prendre un camping-car et du coup de voyager pendant quelques semaines, de parcourir la Nouvelle-Zélande et de voir là où on va se sentir bien. Bon, en l'occurrence plutôt de mes parents, parce qu'avec mon frère, je pense qu'on n'a pas trop d'avis sur le sujet, mais là où on veut poser bagage, en gros, une fois qu'on aura fait un petit peu le tour, sachant que la Nouvelle-Zélande, bon, c'est quand même pas très grand, donc si tu veux, au bout de 1 mois, on va élire domicile à Whangarei, qui est une ville du coup dans l'île du Nord, à 1 heure d'Auckland. Après ce mois-là, alors ce premier mois, j'avoue que je me rappelle que très peu. J'ai quelques images en tête, mais voilà, je pense qu'on a tellement bougé que j'ai pas pu ancrer beaucoup de Mm. souvenirs de ce mois-là. Mais par contre, voilà, je me rappelle très bien de la ville et du coup de la maison qu'on va prendre en location dans cette ville qui s'appelle Whangarei et ce petit quartier qui s'appelle Cabo. Voilà. Enfin, dans cette ville, après, est-ce que vos parents, ils vous scolarisent ou est-ce que vous faites l'école à la maison? Comment ça se passe pour vos études? Bon, alors on fait effectivement l'école à la maison. Bon, pour plusieurs raisons. Comme je suis déjà la fin de la scolarité en France pour mon frère, c'est quand même compliqué. Donc, avant de partir en Nouvelle-Zélande, il avait déjà commencé lui à faire les cours à la maison. On va dire que c'était un rythme qui nous a rapidement convenu à tous les deux, puisque en fait, on était plutôt bons élèves tous les deux. Alors, faut savoir que mon père, en plus de ça, il est prof de maths et de sciences physiques.
ma mère prof d'anglais, prof de français aussi à ses heures perdues. Donc si tu veux, ils étaient tous les deux dans l'enseignement, on va dire. Donc on a fait l'école à la maison et puis ça nous laissait beaucoup de temps pour développer un peu notre sens de la créativité avec mon frère. Donc voilà, on n'a pas été intégrés du coup à l'école néo-zélandaise, mais ça nous convenait très bien de faire les cours à la maison. Ok. Et là, si tu pouvais nous décrire peut-être, je sais pas, une journée ou une semaine typique, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait du coup à... c'est marrant parce que je sais qu'on a travaillé un petit peu toutes les matières, mais je me rappelle quand même particulièrement des cours d'anglais. Ma mère nous avait préparé à l'anglais déjà avant de partir, et je me rappelle surtout de l'anglais, de travailler du coup dans des livres, tu sais, où t'as une page en anglais, une page en français, regarder des petits dessins animés avec les sous-titres en anglais, etc. Donc je me rappelle surtout de ça, de l'apprentissage de l'anglais. Ça, c'était donc le matin. Après, le déjeuner, typiquement, tous les jours, je pense, hein, on sortait faire un tour, soit dans le petit parc le plus proche, ou alors le parc était un peu plus loin, qui s'appelait le Camo Sports Park. Je m'en rappelle très bien du tour, justement, j'y repensais tout à l'heure, et pour y aller, il fallait passer par un endroit où il y avait des perroquets dans les arbres. Donc ça, c'était un truc qui nous avait marqué avec mon frère, c'était les perroquets. Tout comme nous, on a des pies, on va dire, à la base, c'était des perroquets. Et puis voilà, c'était après aussi avec mon frère beaucoup de temps. Lui, il aimait beaucoup dessiner, écrire des poésies. Moi, j'apprenais un peu la couture, le tricot. Voilà. On était plutôt dans la création tous les deux déjà à cet âge-là. Et voilà, c'était des journées au final où on était surtout tous les quatre en fait. Hein. Mais c'est tellement génial parce que je sais pas si tu as déjà vu cette conférence TED sur un ado là, enfin un jeune ado qui parle du hack schooling. Je connaissais pas, mais ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça me fait un peu penser au hack schooling, c'est-à-dire le hack schooling, c'est un peu l'école de la vie. Enfin, genre t'étudies pas que des matières, mais t'as aussi des cours de couture, des cours de survie en forêt, des pêches. Je connaissais pas le concept, mais j'adore. C'est trop bien. Le fait de sortir du système académique, c'est vrai que ça nous a permis de faire plein d'autres choses à côté, quoi. Et ça, trop bien, quoi. Franchement, trop bien, trop enrichissant. Et du coup, dans cette ville, vous y restez longtemps? Alors, dans cette ville, du coup, on va y rester 3 ans au total. Alors, dans cette ville, on va dire qu'on va rester proche de cette ville, dans ce quartier, dans cette maison de ce quartier, on va y rester 3 ans, puisque après, les soucis vont commencer. Voilà, on va dire que les soucis vont commencer de plus en plus. Là, ça commence. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu rentres en Nouvelle-Zélande, bon, en tout cas à cette époque, hein, je me suis pas du tout renseignée si ça a changé aujourd'hui, hein, mais en tout cas à cette époque, quand tu rentres, que t'es étranger, il faut que t'aies aussi un billet de sortie pour au maximum 3 mois plus tard. Donc on rentre en Nouvelle-Zélande, mais on a des billets pour l'Australie 3 mois après, parce que mes parents n'avaient pas de visa longue durée, quoi. Normal, on va dire. Ouais. Donc au bout de 3 mois, on prend une semaine de vacances. Les billets que vous avez 3 mois après, enfin, je comprends pas. C'est-à-dire que vous arrivez sur le sol de la Nouvelle-Zélande et vous devez prouver que dans 3 mois, vous prenez l'avion, mais au final, vous l'avez pris l'avion pour l'Australie? Tout à fait. En fait, tu rentres sur le sol et il faut que tu prouves que 3 mois après, tu pars. T'as le droit de revenir, mais il faut que tu quittes le pays tous les 3 mois, en fait. Tous les 3 mois, faut partir. Allô? Je t'entends. Tu m'entends là ou pas? Ouais. Oui. Ouais. Allô? Donc tu disais tous les 3 mois? Ouais, en fait, tu rentres en Nouvelle-Zélande. Il faut que tu prouves que 3 mois après, tu vas ressortir du pays. Tu as le droit de re-rentrer. Tu peux, en fait, de ce que j'ai compris, tu peux faire ça pas mal de fois. Mais tous les 3 mois, il faudra qu'on sorte du pays, en fait. Là, donc, vous passez 3 ans dans cette petite ville, mais tous les 3 mois, vous allez ailleurs. C'est ça. Alors, les 2 premières années, en tout cas, puisqu'après, on va être entre guillemets hors la loi. C'est-à-dire que, en fait, mes parents ont perdu leur argent petit à petit et ça s'est pas du tout passé comme ils avaient prévu. C'est-à-dire que de base, ils voulaient pouvoir s'intégrer au niveau sur le plan du travail, voilà, sur le plan professionnel. Bon, ça s'est pas passé comme ils avaient espéré en fait. Donc ils ont pas trouvé de travail. Donc petit à petit, toutes les économies descendent et puis assez rapidement puisque vu que tous les 3 mois un billet pour 4 aller-retour en Australie ou en Nouvelle-Calédonie, je te laisse imaginer que c'est pas spécialement économique, hein. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même assez cher, non?
Alors, honnêtement, je pourrais pas te dire. J'avais aucune notion de l'argent à ce Ouais. moment-là. Même le fait que mes parents perdent leur argent, je le sais maintenant. Sur le coup, avec mon frère, il nous épargnait évidemment les soucis. On savait pas, hein. Ça, on l'a su plus tard, quand on était un peu plus Oui. grand, voilà. Mhm. Donc, j'ai aucune idée du coup en Nouvelle-Zélande. Ok. Franchement, je pourrais pas te répondre sur ça. Je suis désolée. Donc après, en fait, ouais, les 2 premières années, vous arrivez à faire ça, mais après, vous êtes sans papier, en fait. Enfin, sans Et donc papier, après, on devient hors la sans loi, visa. puisqu'on ne quitte pas. Ben, on a nos papiers d'identité. Après, effectivement, on ne fait plus le truc obligatoire de partir de tous les 3 mois. Au début, ça passe parce qu'en fait, je pense qu'ils sont pas non plus en train de vérifier exactement tout ce que fait tout le monde. Bon, j'ai pas les détails, mais je sais qu'à un moment donné, bon, effectivement, on arrête de partir en vacances tous les 3 mois, etc., quoi. Donc Ok. là, au niveau des dates, hein, c'est approximatif, hein, mais on passe une 3e année dans cette maison de location. Et puis, ben, petit à petit, financièrement, c'est vraiment de pire en pire. Je crois même que mes parents vont devoir arrêter de payer le loyer. Et on va dire que même pour manger, ça commence à être compliqué. Donc, Mhm. encore une fois, avec mon frère, on va pas s'en rendre compte, hein. Mais voilà, il s'avère qu'on est dans un pays où on va dire que dans un jardin sur deux, voire même 2 jardins sur 3, t'as des arbres fruitiers qui poussent. Il y a beaucoup Ouais. d'orangers, de clémentiniers, de pommiers, d'avocatiers. Et en fait, sur un peu l'esprit du fun, on va partir à la cueillette des fruits. On va toquer chez les gens en mode hello, bon, on a vu que vous aviez un bel arbre avec des beaux fruits dedans. Est-ce que on pourrait en cueillir un petit peu, voilà. Et puis la plupart du temps, les gens disaient oui. Donc nous, avec mon frère, c'était en mode, tu sais, c'est sympa quoi. Mes parents, ils étaient Ouais, en c'est mode, ça. C'est je on pense un part peu plus à la stressés que nous. cueillette et voilà. Exactement. Alors ça paraît totalement bizarre, même moi de le dire tout haut là comme ça, je suis en mode mais c'est complètement dingue quoi d'en arriver là. Mais voilà ce qu'on a fait pendant des mois et des mois en fait. Vraiment, on avait du coup la chance d'avoir un climat qui permettait ça parce qu'en France ça va être un peu plus compliqué. Puis même je pense au niveau culturel, voilà, eux ils avaient, je te dis, il y avait énormément d'arbres qui poussaient dans leur jardin, quoi. C'est vrai qu'on trouve pas ça en France, hein. Ouais. Donc, on avait, entre guillemets, cette chance-là, quoi. Ok. Mais c'est tellement fou parce que enfin là c'est vrai que tu en parles de tes yeux enfin de tes yeux d'enfant, c'est-à-dire de la vision que tu avais toi à cette époque que justement t'as pas vu la galère puisque tes parents ont eu la force de pas montrer, mais j'imagine même pas tes parents la situation dans laquelle ils devaient se sentir. Je pense que pour eux, ça a été super dur. Et tu vois, le fait d'être devenue maman, je me rends d'autant plus compte de même l'horreur, tu vois, de cette incertitude, de pas savoir ce qui va se passer, si tu vas pouvoir nourrir tes enfants et tout. Je pense que ça a dû être super compliqué. Après, je me rappelle quand même que mon père était de plus en plus maussade. Alors aujourd'hui, il y a un autre un autre mot que je peux mettre dessus, c'est la dépression, hein. Mhm. Mais c'est vrai que à l'époque, je sentais quand même que papa n'allait pas très bien et ma mère qui tenait le coup, je pense à tout prix pour ben voilà quoi, Ouais. parce on était quand même pas très grand et puis fallait tenir le bateau quoi, tu vois. Mm. Et donc comment cette situation elle continue parce que là c'est la 3e année. Après comment ça se passe? Alors on va faire la rencontre d'un vieux monsieur chez qui on va toquer parce qu'il a des magnifiques pommes, un peu comme dans les films fantastiques, tu sais, ça me fait penser à un film que j'avais vu quand j'étais petite, un pommier avec des pommes superbes, vraiment ce cliché du très bel arbre. Donc on toque chez lui. Ce monsieur s'appelle Lawrence, donc Laurie en diminutif. Ouais. Et bah en fait, il va nous dire de revenir et puis il va nous dire bah prenez aussi des oranges, j'ai aussi un oranger derrière et tout. C'est un vieux monsieur hein, qui est à la retraite, qui est veuf, qui vit seul. Et en fait, je pense qu'il va discuter avec mes parents, il va comprendre qu'on est dans la galère. Je crois même qu'ils vont tout lui raconter hein, de la galère dans laquelle on est. Et il va, je crois, rapidement leur proposer 1 fois par semaine de venir, en gros, tondre sa pelouse et entretenir un peu son jardin en échange de $30. Voilà. Et ces $30 vont nous faire entre guillemets vivre sur
les choses qu'on peut pas aller ramasser, cueillir dans les jardins, hein, c'est faire quelques courses, voilà, avec ces $30. Et ça va durer, de mémoire, ça va durer la dernière année et demie à peu près. Alors, si ça se trouve, mes parents seraient là en me disant non, pas du tout, c'est la dernière année, ou alors non, pas du tout, c'est les 2 dernières années. Ouais. Bon, quelque chose par là en tout cas. Donc ensuite, mes parents ont arrêté de payer le loyer. Je sais pas au bout de combien de temps l'agence va dire bon il va falloir que vous quittiez les lieux. Je pourrais pas te dire combien de mois ils ont réussi à passer au travers du truc. Ça, j'en ai aucune idée. Mais il s'avère qu'un jour, faut quitter la maison. Faut quitter la maison. Donc là, c'est une journée très particulière. En fait, on se retrouve Mais parce que du coup, là, dans le centre. tes parents, ils vous disent quoi quand il faut quitter la maison? Je m'en rappelle même pas, en fait. Je pense qu'on sait plus ou moins que c'est un peu la galère. Mais tu sais, je pense que c'est un peu sur du non-dit, quoi. Tu vois? Je pense qu'on se rend compte que ça va pas trop, mais on n'a pas envie d'en rajouter, entre guillemets. Je pense qu'on sent qu'ils sont stressés, et puis je pense dans un esprit d'enfant, c'est particulier, quoi. Tu vois tes parents, tu sais que ça va pas trop, et t'essaies de rester de bonne humeur parce que tu sais que, c'est compliqué. Je sais pas, c'est difficile, tu suis quoi. Le mouvement, quoi. Ouais, c'est ça. Tu suis le mouvement. C'est eux les référents, c'est eux que tu suis, et puis tu fais avec, quoi. T'as pas assez de notions pour poser des questions d'adultes, et tu suis, en fait. C'est juste un peu comme ça. Tu vas dans le flux, quoi. Et du coup, tu disais, le jour du déménagement, ça se passe comment? Ça se passe qu'on a fait beaucoup de tri dans les affaires, hein, déjà. Déjà qu'on était venu en avion, qu'on avait que 3 cartons pour toutes nos affaires. Des gros cartons, hein, mais là, on a encore plus diminué. Ah oui, je crois qu'on avait aussi vendu pas mal de trucs, tu sais, dans les magasins de cash converters, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais tu sais, tu vas vendre ton appareil photo, les bijoux de maman, les trucs comme ça, pour avoir quelques billets en échange. Donc on s'est délesté de pas mal d'affaires. Et donc tout loge dans la voiture, comme si on partait en vacances, quoi. Hein. Voilà, notre vie tient dans la voiture. Okay. Donc là, on se retrouve en centre-ville, et puis je sais que mes parents, on est sur un parking, on est sur un parking derrière un magasin d'animaux, un pet shop comme on dit, et mes parents, je me rappelle très bien qu'ils disent on va où maintenant, et on est là, quoi. Ils peuvent même plus nous cacher, on va où, quoi. Et en Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme aux États-Unis, tu sais, t'as plein de plaques d'immatriculation qui sont personnalisées. On voit souvent ça, tu sais, dans les films américains, tu vois une plaque avec le nom de quelqu'un, ou une mini phrase en abrégé et tout. En Nouvelle-Zélande, c'est pareil, c'est assez courant. Et moi, je vois sur une plaque d'immatriculation écrit Northie, c'est-à-dire le nord. Et je dis à mes parents, oh regardez Northie, et mes parents disent bon c'est bon, on va vers le nord. Genre on prend ce qu'on peut, et puis on part vers le nord sans plus de débat, quoi. Donc totalement à l'improviste, quoi. Ok. J'ai oublié une étape, en fait. Là, j'ai sauté une année sans faire exprès. Ok, pas de souci. Vas-y. Donc, je reprends. Donc, toute notre vie loge dans la voiture, ok, avec le tri, les ventes d'objets, etc. Donc, on est tous les 4 dans la voiture. Et là, on part un peu en dehors de la ville, mais c'est pas très loin. C'est-à-dire que ça va être, je pense, à une dizaine de kilomètres de Whangarei. Et on arrive, en fait, on va dire, c'est un peu collineux, donc on arrive vers le sommet d'une colline. Voilà, c'est un peu plus campagnard. Et en fait, c'est un temple bouddhiste. On arrive à un temple bouddhiste. Et on va tout simplement croiser un moine, et mes parents vont lui expliquer que on n'a nulle part où dormir ce soir. Et en fait, ils ont, on va dire, leur temple vraiment en mode la stupa, donc c'est l'équivalent d'une église. Ils ont une maison où ils logent, ils sont 4 ou 5 moines, et ils ont également une maison de retraite pour les gens qui veulent faire des retraites spirituelles, bouddhistes. Et donc c'est une maison qui a 4-5 chambres, un salon, une cuisine, etc. Et donc ils nous disent, au moins pour cette nuit, vous allez dormir là. Okay. Et en fait, on va rester donc 1 an. On va rester 1 an à frais très réduits dans cette maison de retraite bouddhiste. D'accord, donc vous allez vivre avec les moines pendant 1 an.
Alors on va pas vivre entre guillemets, voilà, avec les moines, Oui, parce que c'est une à maison côté. qui est séparée, voilà. Donc on vit pas avec eux, c'est-à-dire qu'on les croise pas le matin en allant prendre le petit déj, mais Oui. on les côtoie quasiment quotidiennement, quoi. Et puis on va aussi partager leur cérémonie religieuse, donc c'est une fois par mois. Ça s'appelle une puja. C'est ils vont chanter. Euh, on, on prend aussi une espèce de goûter. En fait, c'est une cérémonie où on mange. Et je me rappelle très bien que pendant ce temps-là, avec mon frère, on attendait qu'ils finissent leur chant religieux. Pendant ce temps-là, on lisait Harry Potter dans notre coin. On attendait de pouvoir manger les gâteaux que tout le monde avait apportés à la cérémonie. Totalement pas concentré, tu sais. Bah après, c'est vrai que ça doit être, tu sais, quand t'es enfant, ça doit être, enfin, la religion, c'est un concept, quoi. Ouais, et puis bon, nous on était là parce qu'on était là, quoi. Ça nous amusait, mais tu sais, on n'était pas du tout en mode, enfin, on n'était pas très investis sur la cérémonie en soi, quoi. Donc, j'espère qu'ils nous ont pas trop voulu. On était sages, on était dans un coin, on lisait nos petits livres. Je pense que ça passait. Mais ouais, c'est drôle quand même quand j'y pense, quoi. On était avec ces moines tibétains qui venaient du Tibet, hein. Je veux dire, je me rappelle qu'il y en avait une qui avait raconté son récit à mes parents où elle avait fui le Tibet. Ils étaient tous exilés, voilà, pour les choses qu'on connaît, hein, par rapport au Ah Tibet. ouais, mais c'est Donc fou. voilà, on a côtoyé ces personnes-là. C'est vrai qu'encore une fois, moi petite, je m'en rendais pas compte. C'est plein de choses dont je me suis rendu compte après, quand on en a reparlé avec mes Ouais. parents et qui Et puis nous ont ouvert j'imagine, les yeux sur plein de facettes, voilà, dont on n'avait pas conscience à ce moment-là, quoi. ouais, bah c'est ça. Et puis j'imagine que quand tu rentres en France et que tu vois, enfin, et que t'entends parler de l'enfance des autres personnes, là, tu prends conscience, quoi. Ah totalement. Ah ouais. Ah, tu prends conscience que t'as vécu des trucs. Et moi, je me suis toujours sentie chanceuse d'avoir vécu ces choses-là, quoi. Parce que voilà, on est dans une pauvreté, comme je te dis, mes parents vivent littéralement avec ben, $30 par semaine. Voilà, faut savoir que là, on vit donc dans cette maison de retraite chez les bouddhistes, mais on continue d'aller faire de la cueillette. Voilà, des kakis, des pommes, des clémentines, des oranges, des avocats principalement. On continue une fois par semaine d'aller entretenir le jardin de ce vieux monsieur qui donne $30, qui nous permet de faire les petites courses nécessaires. Mm. Donc voilà notre vie en fait. C'est continue de voilà, le matin on continue de faire les cours avec maman et papa. L'après-midi on sort se promener parce que c'est important de se promener, d'être dehors. On continue. Moi je me rappelle que à ce moment-là donc à ce moment-là, j'ai 11 ans, hein. Je continue de faire beaucoup de création, de couture, de tricot. Mon frère qui continue de dessiner, d'écrire, etc. Et puis ben pour nous tout va bien, quoi. On a un toit, on mange, et puis voilà, quoi. C'est tout va bien, tout est normal, quoi. Incroyable. Et là, du coup, juste petite question à part, mais du coup, ton niveau en anglais, là, j'imagine, tu dois être, t'es bilingue, là. Ah, à ce moment-là, c'est bon, je suis bilingue. Ouais, je le suis pas en arrivant, hein, mais là, à ce moment-là, oui, je suis bilingue parce que même si on n'a pas été à l'école néo-zélandaise, ma mère nous a quand même très bien formés. Il faut savoir qu'elle, de base, en fait, elle était bilingue parce qu'elle a eu la chance de faire une école de sa maternelle jusqu'au lycée, une école bilingue. Donc elle était bilingue depuis toujours, en fait. Et elle Oui. nous a très bien appris l'anglais. Donc ouais, on regarde tous les films en anglais. On a même plus besoin de sous-titres. Quand on se fait quelques amis, on parle en anglais. Ouais, ouais. On est totalement à l'aise avec mon frère et ça, c'est super cool, quoi. Bon, bah, ça, déjà, c'est top. C'est tellement un cadeau, en vrai. Ah, de ouf. Franchement, c'est trop bien. Et donc, comment se continue la... Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit, ah, j'ai oublié une partie. Donc, c'était la partie au monastère, quoi. Enfin, avec, dans cette maison Tout à à côté fait. des moines. Ensuite, vous prenez la décision à un moment de quitter cette maison-là, du coup? Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que la gérante du monastère, qui est donc une Anglaise, c'est pas une Tibétaine, c'est une Anglaise qui s'est convertie au bouddhisme, et elle gère un petit peu ben tout ce qui est administratif, enfin, voilà, elle gère, quoi. Donc, comme je te dis, on y habitait à frais très réduits, c'est-à-dire que je pense que mes parents euh, versaient un mini loyer, quelque chose dans le genre.
Et à un moment donné, je pense que bon, ça va faire 1 an qu'on y est. La gérante, elle commence à se dire bon, vous êtes bien mignons, mais ça va durer combien de temps? Parce que voilà, vous avez des enfants, vous êtes français, là vous êtes hors la loi. On est gentil de vous accueillir depuis tout ce temps-là, mais voilà, elle commence à se dire que quoi, quoi, comment, où, tu vois? Genre, c'est quoi la suite? Exactement. Et là, mes parents, ils savent pas trop quoi répondre parce que, ils vivent avec 30 $ néo-zélandais, c'est-à-dire 15 €, hein. C'est tout ce que je peux te dire par rapport à la monnaie, c'est que 30 $, en tout cas à l'époque, c'était 15 €, quoi. Ouais. Je crois bien qu'ils disent ah mais vous inquiétez pas, on a prévu de partir telle date. Et je me rappelle très bien, ma mère m'a dit ça souvent, qu'au moment où elle sort une date, elle improvise totalement. Elle invente une date qui est genre à peu près 2 mois après. Et elle invente une date, elle dit telle date on partira. Totalement improviste, quoi. Vraiment à l'improviste, elle sort une date comme ça, quoi. Donc elle dit bon ok, dans 2 mois, voilà, vous partez, etc. Sauf que il y a rien de concret derrière cette date. Enfin voilà, mes parents Ouais, ils ont c'est pas d'argent, genre, ils ont pas d'argent, quoi. Tu peux pas inventer des trucs, quoi. et en plus, j'imagine que du coup, tes parents, ils peuvent pas, le truc. vu qu'ils sont, enfin, genre, vu qu'ils sont hors la loi, entre guillemets, ils peuvent pas trouver un travail en Nouvelle-Zélande. Ah là, maintenant, voilà, je pense qu'au début ils auraient pu. Là, maintenant, c'est mort parce que là, effectivement, ils sont hors la loi. Donc voilà, c'est trop compliqué maintenant. Tu peux même plus espérer, quoi. En fait, on est juste coincé, quoi. On est coincé. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que alors, il y a 2 choses qui vont se passer en même temps. Il y a un truc qu'on va pas savoir, un truc qu'on va savoir après. C'est que la fille du vieux monsieur, là, le vieux monsieur chez qui on tourne la pelouse, qui nous donne ses pommes et tout, Ouais. il a une fille, donc une dame qui a la quarantaine, je crois, à peu près. Donc ça, on le saura plus tard, hein, on ne sait pas sur le moment. Qui va, en fait, elle s'inquiéter qu'on va dire que mes parents profitent de ce vieux monsieur. Elle va s'en inquiéter et elle va, en fait, nous dénoncer à l'ambassade D'accord. française. Ah Et ouais. donc, en fait, au moment, la fameuse date que maman a inventée pour dire on part là, vers la même époque, je pourrais pas te dire exactement, mais vers la même époque, l'ambassade française a connaissance de notre situation. Ah ouais. Ok. Bon, en tout cas, sur cette date-là, on part et on rejoint l'épisode de on est sur le parking, mes parents sont en mode maintenant on va On où, va on où? fait quoi, et moi je suis en mode oh mais regardez, il y a écrit non-vie sur la plaque d'immatriculation, c'est top, partons donc au nord. Après tout, pourquoi pas. Donc là on fait 1 heure de route, 1 heure de route vers le nord et on se retrouve dans une petite ferme, une ferme, comment dire, tu sais, où tu peux faire du woofing, ce genre de truc, Ah oui. un truc un peu bio. Il y a une petite caravane pour accueillir les gens qui voyagent, etc. Un truc un peu sympa, un peu l'ambiance hippie, cool et tout, quoi. Donc on se retrouve là, et là en fait, les, les, les propriétaires de ce lieu sont en vacances, donc ils sont pas là, et ils ont laissé pendant 1 mois, ou peut-être plus, hein, leur maison à une famille de Français, des Français. Donc les parents qui ont à peu près l'âge de mes parents, 4 enfants qui ont à peu près nos âges avec mon frère, donc quatre enfants français avec leurs parents. Je sais pas, je me rappelle plus d'où ils connaissaient la famille néo-zélandaise qui leur avait prêté la maison pendant leurs vacances. Mais du coup, ils vont dire ah bah écoutez, on va vous laisser galérer. On a de la place, il y a de la place dans la maison qui est énorme, il y a plein de chambres et tout. Donc venez, quoi. Mais c'est fou Donc ça. Du coup, vous avez même pas. Je on veux se dire, retrouve. cette journée-là, vous avez même pas genre dormi dans la voiture en fait. Vous avez vraiment direct trouvé une maison. Tu fais une très très bonne, tu fais une très bonne intervention, puisque si on a dormi 3 jours, on a dormi 3 nuits dans la voiture. Donc D'accord. ça, c'est un passage que je pense que on va dire que je coupe un peu, parce que là, tu vois, même là, mon esprit l'a sauté, parce que ça, c'est une des choses les plus dures que j'ai vécues. Je suis désolée. Non, c'est ok. Je suis désolée pour cette question si ça t'a dérangé. Non, mais t'as bien fait, Y parce a que pas de ça aurait été souci. dommage que je saute ce passage. Ces 3 nuits dans la voiture, c'est un souvenir très très désagréable. C'est là, pour le coup, avec mon frère, je pense qu'on a vraiment senti que ça n'allait pas, quoi, parce que,
Parce qu'en fait, la journée, on va que dans le village, là, ce village-là, on a conduit une heure au-dessus. On passe notre temps à la bibliothèque, on lit des livres, et puis ben, le soir, on va dans la voiture, et puis on essaie de s'endormir. Et puis bon, forcément, on est 4 dans une voiture de taille normale, donc on n'est pas du tout confortablement installés. Je me rappelle très bien que c'était vers la pleine lune, et que du coup, il y avait cette lumière de la lune là que je voyais au travers de la fenêtre de la voiture. Et ouais, ça c'est un des trucs, ça m'a angoissée pendant longtemps, cette sensation de la voiture la nuit, en fait. C'est un truc qui m'a suivi pendant longtemps. Donc on passe ces 3 nuits dans la voiture, et je me rappelle même pas comment on est tombé sur cette ferme là, un peu hippie. Je crois qu'on a juste conduit un petit peu plus loin pour voir où le petit bonheur allait nous mener. Et puis là, du coup, c'est un vrai soulagement parce qu'on va pouvoir dormir dans un lit, on va pouvoir manger chaud, on va pouvoir en plus jouer avec des enfants. Enfin, c'est tout d'un coup, c'est une espèce de soulagement, et c'est trop bien, quoi. Ah oui, c'est un peu Donc la plénitude. voilà, là on passe en fait, ouais, totalement, totalement. Vraiment, je me rappelle, c'est les vacances, quoi. En plus, il y a 4 enfants, si tu veux, c'est trop bien. On a tout d'un coup, il y a plus de soucis, quoi. Alors évidemment, c'est que temporaire, hein, mais du coup, on a ce mois-là, en fait, un peu comme des vacances. Pour mon frère et moi, en tout cas, c'est comme des vacances. Et on va dire que c'est pendant cette période-là, je crois que mes parents reçoivent un appel de l'ambassade de France Mhm. qui dit, ben, en fait, on va vous rapatrier en France. Donc on est rapatriés. Voilà, un mois après, en fait, on a des billets qui nous sont payés, hein, évidemment, hein, puisqu'on n'a pas d'argent de toute manière pour rentrer en France. Mhm. Donc là, je crois que mes parents sont pas super contents, pas dans le sens où ils crachent dessus, mais dans le sens où c'est comme un échec, ça y est, quoi. Voilà, c'est fini, on rentre en France. Ouais. C'est comme si, tu sais, il y avait toujours l'espoir qu'on allait débloquer la situation, alors que clairement, ça faisait des mois et des mois qu'on était coincés, qu'ils étaient coincés, qu'ils n'avaient pas de solution. Mais là, c'est un peu acté, ça y est, ça va être la fin, quoi. Oui, et Donc puis c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi, tu vois, une histoire pas d'ego, mais tu vois, de se dire, bah, purée, j'ai pas été capable de faire ci ou ça, et là, du coup, c'est l'ambassade Ouais, c'est ça. qui doit nous ramener dans notre pays, quoi. Mais oui, c'est ça. Tout d'un coup, voilà, c'est l'autorité qui dit vous rentrez en France. Donc, tu sais, c'est comme si la magie s'arrêtait. Bon, je pense que la magie s'était arrêtée il y a un bout de temps déjà, mais la magie s'arrête peut-être encore un peu plus, je sais pas. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, euh, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on part à peu près en même temps que la famille française repart aussi. Donc, on retourne en fait à Fangolei. Là, en fait, on a 3 ou 4 jours à passer avant le billet d'avion. Donc, en fait, ce fameux vieux monsieur qui aura été une grande aide pour nous fait dormir chez lui ces 3 nuits. Voilà. Et après ça, ben, on est à l'aéroport. Mes parents laissent la voiture avec les clés dessus sur le parking pour que quelqu'un en profite. Et ce qui est très rigolo, du coup, c'est que dans l'avion, on va retomber sur cette famille de Français avec les 4 enfants qui, eux aussi, rentraient en France, eux, parce que c'était prévu hein, dans Ah leur voyage. ouais, Mais du coup, on va fou. partager le premier vol de 12 heures avec eux, ce qui est quand même très rigolo. Et donc, on a une escale... alors, je me rappelle plus au retour de où est l'escale. Je me rappelle à l'aller, mais au retour, je me rappelle plus. Mm. Mais du coup, on a le deuxième vol. Et puis là, on atterrit donc à Roissy. Et ben là, ils sont bien mignons, on a été rapatriés, mais en fait, mes parents, ils ont pas plus d'argent. Et ben, ils savent pas quoi faire. Donc, deuxième épisode compliqué, on va passer 17 nuits à l'aéroport de Roissy. Ah ouais. Ah ok, donc vous dormez dans Donc, l'aéroport. on dort dans l'aéroport. Alors, en fait, là, c'est l'été, hein. On est en juillet, donc 2006. Donc, on passe les journées dans un parc, tu sais, qui est autour de l'aéroport. Je crois on, on, on profite un peu des navettes. Tu sais, il y a des navettes entre l'aéroport et les hôtels, donc on profite des navettes pour aller vers ces parcs-là. Et puis, ben, le soir, on rentre et on dort à l'aéroport. Alors, on est au chaud, on est sur des banquettes, on partage des banquettes avec les
Je pense que tu as dû faire pas mal d'aéroports, donc tu dois voir de qui je parle. Ce sont des gens qui vont vendre des porte-clés, souvent des personnes sourdes et muettes, voilà, des personnes qui galèrent, et puis on partage les banquettes avec eux. Je me rappelle très bien d'ailleurs qu'ils nous avaient offert un porte-clés à mon frère et moi, très gentiment, alors que c'est des personnes qui n'ont rien, quoi. Et donc voilà, on a dormi 17 nuits dans cet aéroport. Et donc au final, c'est la Croix-Rouge qui nous récupère et qui nous place en fait dans un centre d'hébergement. Donc on va être placé dans un centre d'hébergement à Tremblay en France, donc pas très loin, hein. C'est la région parisienne, quoi. Pendant 4 mois. Puis je ne sais pas pour quelle raison, mais on change de centre d'hébergement. On passe 1 mois de plus. Et après le CEFR. Alors CEFR, c'est l'acronyme de, je crois, centre de je sais pas quoi des rapatriés français. Voilà. Merci pour cette précision. Bravo. Qui va donc nous dire bon bah on vous place dans un appartement dans la ville d'Angers. Donc voilà, c'est eux qui ont décidé vous allez à Angers. Et voilà, en fait, on est placé à Angers et on a un appartement. Moi, je suis super contente parce que ça y est, on a un vrai chez nous. Et à partir d'Angers, en fait, voilà. Moi, j'ai habité les 12 années qu'on suivit. Mes parents, ils sont encore pour plus très longtemps puisque mon père va partir à la retraite là dans quelques mois et vont nous rejoindre ici en Haute-Loire. Mais voilà, Angers, ça a été, on va dire, la nouvelle vie qui a commencé, là où on a fait nos études de musique avec mon frère, là où papa a trouvé un travail et voilà, on est reparti sur des bonnes bases, quoi. Ton histoire est incroyable, vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de ce retour en France et surtout du moment où tu t'es rendu compte du décalage que tu avais eu dans ton éducation par rapport à peut-être aux amis que tu t'es fait genre au lycée, au collège quand tu es revenu en France? En fait, ce retour en France, c'est vrai qu'il a été particulier parce que d'abord, c'était beaucoup d'incertitudes. Toutes les choses se sont remises en place en fait vraiment lentement. Déjà, la première très bonne nouvelle, c'est quand papa a trouvé un travail, une prof de maths en fait, dans un centre professionnel, tu sais, là où ils forment des chaudronniers, des charpentiers, etc. Donc là, c'était bon, bah déjà, on va avoir un revenu parce que papa va avoir un salaire. Donc à partir de ce moment-là, on retourne sur des bonnes bases. Et puis là où j'ai senti le décalage, c'est dans le fait que en fait je racontais pas en fait ces choses-là. Ces choses-là, je les romançais, c'est-à-dire que je disais à mes copines que je me faisais je suis partie 4 ans en Nouvelle-Zélande et du coup c'est pour ça que je sais parler anglais. Voilà, je disais ça en fait, c'est tout. Ouais. Franchement, je pense que la première fois que j'ai vraiment raconté toutes les choses très particulières et très difficiles qu'on a vécues, et les personnes avec qui je me suis sentie très proche, donc ma première meilleure amie, mon amoureux, voilà, c'était pas quelque chose que je racontais facilement, quoi, parce que je me disais mais de toute façon les gens ils vont pas comprendre. Puis tu sais, j'avais pas envie non plus que les gens jugent mes parents. Ah, vous avez été totalement irresponsable. Enfin, tu vois, moi je voulais pas qu'ils soient jugés, je voulais pas les mettre en danger par rapport à ça. Je savais que c'était des choses qui avaient été très dures et encore plus dures pour eux à vivre. Donc je voulais pas que ce soit raconté. Enfin, tu vois, c'est des choses qui étaient trop compliquées en fait à raconter comme ça légèrement, quoi. Donc ça m'a pris du temps pour pouvoir. Aujourd'hui, j'en parle, tu vois, même à des personnes. Des amis que je vais rencontrer, j'attends pas d'avoir un lien hyper méga proche pour me sentir à l'aise. J'en parle, mais ça a pris du temps quand même. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, c'est beau parce que tu en parles dans cet épisode. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et d'ailleurs, je voulais vraiment te remercier. J'en parle et ouais, je voulais vraiment te remercier pour la confiance que tu m'as fait de partager cette histoire au plus grand nombre, parce que c'est vrai que c'est une histoire au final qui pourrait, on va dire, nous arriver à tous, mais dans le sens où, tu vois, votre famille, tu dépeins ta famille comme vraiment la famille typique française, tu vois, 2 parents, 2 enfants qui veulent partir à l'étranger. Et c'est vrai que
quand on n'a pas vécu cette histoire, enfin, moi, tu vois, je me dis un peu, je pense encore comme une bonne franco-française qui me dit, bah, de toute façon, je suis française, donc un peu, tu sais, quand t'es à l'étranger, t'es bien vue, tout est dû, tu y arrives forcément. Et en fait, non, pas forcément. C'est possible de galérer. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu te retrouves dans un pays qui est pas le tien, donc bon bah, tu sais, là, tu te retrouves un peu dans la galère, ben t'as toujours les aides sociales, t'as la CAF, t'as l'assurance maladie, mais quand t'es pas chez toi, ben t'as pas toutes ces choses-là en fait qui te protègent en tant que citoyen. C'est pas ton pays, t'as pas ces droits-là quoi. Et je pense que mes C'est parents vrai. se rendaient pas forcément compte de ça avant de partir quoi. Mais tu vois ce que j'ai toujours dit, c'est que malgré ces choses dures, tu vois, même je suis moi-même surprise de l'émotion que je peux encore avoir par rapport à ces nuits passées dans la voiture. Malgré tout, je suis tellement contente d'avoir vécu ça parce qu'en fait, ça fait tellement relativiser sur tout en fait. Tu te rends compte de la chance que t'as quand même si t'as pas un gros salaire, même si tu vois là typiquement par exemple, moi je gagne rien parce que mon congé mat il est terminé, je suis au foyer. Mon compagnon, bah, il est en arrêt maladie, donc tu sais, on touche le minimum. Mais en fait, on peut faire des courses, on peut aller acheter à manger, on a un toit sur notre tête, en fait. Donc, tu sais, ça te fait vraiment relativiser sur toutes les choses qu'on a et qu'on oublie qu'on a, en fait, tu vois. Sur toutes ces choses qui font qu'on vit confortablement, même quand on peut se plaindre de pas avoir ceci, de pas avoir cela. Mais on a tellement, en fait. On a tellement. Tu vois les gens qui sont en train d'essayer de vendre leur porte-clés à l'aéroport. Ben, eux, en fait, c'est leur quotidien, quoi. Et ils vivent avec rien, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment. Enfin, tu vois, c'est vraiment le paradoxe entre la Ouais. pauvreté et la richesse. On a vécu la pauvreté, clairement, on a vécu la pauvreté, mais on a aussi une richesse parce que on a appris tellement de choses, quoi. On a vécu mais des mois avec, pour, on va dire, 80% de notre nourriture, c'était les dons des gens, des fruits de leur pommier, etc. On a vécu sur ça pendant tellement de mois. Donc on a vécu sans argent, juste avec au final la bonté des gens et la beauté de la nature aussi qui nous prodigue des aliments quoi. Faut se rappeler de ça. Ouais, je trouve que moi vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience de vie. C'est très dur et en même temps je pense que je serais pas la même personne sans cette expérience, tu vois. Et bon Ouais. là, je parle en mon nom, mais je Je vois pense tout à que fait. mes parents et mon frère t'en diraient tout autant quoi. Bah déjà rien que là en 40 minutes là, 45 minutes d'épisode, ça m'a enfin franchement, je me suis ultra projetée dans tout ce que tu m'as dit, genre enfin j'étais avec toi en Nouvelle-Zélande là, tu vois, quand tu m'as raconté tout ça et et franchement merci parce que j'ai vraiment passé un bon moment et je suis contente que tu aies pu aussi en parler parce que je pense que ça peut aussi inspirer beaucoup de monde. Et il y a une question que je me pose, c'est est-ce que ça t'a donné envie, toi, plus tard, parce que là, du coup, tu es une jeune maman, est-ce que ça te donne envie de faire la même expérience plus tard, peut-être de repartir dans un pays et de se dire, bah vas-y, je vais vivre là-bas. Je pense que j'ai encore envie de voyager, ça c'est sûr. Mhm. Maintenant, revivre la même expérience sur la facette de la pauvreté, du stress, clairement pas. Je Je pense comprends. que Enfin, ça, j'ai pas non, je du tout comprends pas, envie mais je de, vois, de ouais. prendre ce risque-là. Ce risque-là, je le prendrais pas. Voyager, oui, ça c'est sûr. Avec mon mari, on a aussi des envies de voyage. Bon, là, c'est pas tout à fait le moment parce que on a un bébé, on a son grand frère, mon beau-fils, qui est très beau d'ailleurs, mon très Mhm. beau-fils, qui a 6 ans, qui est à l'école, donc c'est pas encore le moment de partir à l'aventure, Ouais. mais je pense qu'un jour on aura envie, mais que ce sera entre guillemets peut-être plus contrôlé, plus prévu, Ouais. plus assuré pour pas se retrouver Mhm. dans les galères qu'on peut avoir quand on n'est plus chez soi et qu'on n'a plus les assurances qu'on a en tant que Français sur sol français, quoi, tout simplement. Et bah écoute Cindy, je te remercie pour ton temps, pour cette belle histoire. Avec plaisir. Au plaisir en tout cas, et bah, je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.